Ramana, c'était pas un homme très instruit. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il était fort en présence. Alors, vous comprenez, les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas avec nous? » Ramana recevait couché dans un grand divan rouge. Puis il les bénissait. Alors, ils se sont dit « On va aller voir. » Il y avait plusieurs centaines. Ils l'ont trouvé en train d'éplucher les légumes dans sa cuisine. Ils lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faites là? » Je prépare les repas de demain. « Est-ce que vous faites ça tous les soirs? » Je dis « Oui. » « Est-ce qu'on peut rester? » Je dis « Oui. » Les gens passaient la nuit à le voir éplucher les légumes. Et il y avait dans cette cuisine une atmosphère de sainteté extraordinaire. J'ai un beau film ici sur Ramana Maharshi jusqu'à sa mort. C'était un brave homme, hein? Un Socrate hindou qui aimait ça éplucher les légumes. Vous savez, il y a beaucoup de saints qui ne veulent pas démontrer quoi que ce soit et qui ne se livrent à aucun enseignement. Il y a des maîtres sagesse talibans. Là, on dit les talibans, c'est des terroristes, des criminels, des assassins, mais voyons. C'est ça, les gardiens de la sagesse. Alors, il y a des maîtres de sagesse talibans qui vivent dans une grotte. Comme mon ami, le mystique Rajpal, dont Bruce Jessup, du Time Life Magazine, a pris une photo en Inde, mais l'a envoyé. C'est renversant. C'est renversant. Moi, j'ai commencé ma vie parce que je n'étais pas un sportif. Je me blessais facilement. J'étais toujours malade. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plairait? Aller à la pêche. Tous les étés, moi, j'étais à la pêche. Enfant, adolescent et plus tard. Et mon père cultivait des légumes dans son jardin. Il faisait du jardinage. Des fois, je me couchais dans le jardin. Après un orage électrique, dans la terre noire, tu peux entendre le maïs pousser. En quelques heures, il peut pousser de 6 pouces. Il émet un bruit. Vous voyez là, devant vos yeux, le maïs qui se crée. Tout seul. Il pousse, puis il parle. C'est vraiment étonnant. Moi, après ça, ben, le jardinage, la pêche, je dessinais. Moi, je dessinais des chiens souriants. J'ai même dessiné un jour un petit chien qui ressemble à notre Charlot, un petit bichon. Je l'ai dans mes anciens cahiers de dessin. Puis quand j'ai vu que les gens n'aimaient pas ça que je dessine, mes professeurs croyaient que je perdais mon temps. Alors je me suis mis à écrire. Je me suis écrit. Sur la pluie, le beau temps, la structure de l'air, la vitesse à laquelle l'air sort de notre bouche quand on éternue. 400 000 à l'heure. Ça en fait, ça, de la vitesse. C'est 200 km/h, ça. Juste un éternuement. Et on est phénoménal. Je m'observais. Mes amis, je n'ai rien fait de plus. Dans mon quartier, on voulait me tuer. Mon père me disait, si tu vas dans la rue, ils vont te tuer. C'est sérieux, hein? Alors il dit, reste derrière la vitre. On était dans
au-dessus d'un passage de cour. Les Européens diraient que c'était le premier. Pour moi, c'était le deuxième. Je regardais dans la rue, puis je prenais des notes. Des fois, il me lançait une roche, mais j'étais caché derrière la vitre du moustiquaire. Je décrivais ce qui se passait dans la rue. Ils battaient à coups de barre de fer, ces gens-là. Ils se lançaient des roches. Il y en a un qui a perdu un œil. Il l'a eu dans l'œil. Il jouait avec des grosses balles molles. Là. Il passait une petite vieille avec sa sacoche. Il lui lançait la balle dans les jambes. La petite vieille tombait par terre, puis se sauvait avec sa sacoche. Moi, je prenais des notes. C'est là que j'ai compris que l'humanité n'est ni bonne ni mauvaise, elle est stupide. Elle n'a pas de tête. C'est des niaiseries. Puis je me suis dit, bien, mon aliment, c'est la connerie. Moi, je suis un appareil de transformation de la connerie en intelligence. Exactement comme, par exemple, tu manges une tranche de porc. Les savants naturopathes nous disent qu'on devient ce qu'on mange. Hey, moi, là, je n'ai jamais pensé que j'allais devenir un cochon parce que je mangeais du porc. Mais non, le porc devient moraux. Il devient pensée. Il devient énergie. Il devient bonheur. Il devient moi. Moi, je ne deviens pas le porc. Mais je mange le monde. Je bouffe le monde. Je digère le monde. Je chie le monde. C'est un processus très simple. C'est presque magique. Alors, cette façon de sentir, de voir les choses, ça m'est venu tout seul. Il n'y a personne qui pensait comme ça. La plupart de mes professeurs étaient des niais. Il y avait la bouche arrondie, là, comme le cul de poule, à force de réciter des prières. Je les écoutais. Ah, imagine, tu as 7 ans, puis la sœur te dit, Seigneur Jésus, retiens le bras tout-puissant du Père qui nous frappe. Le Père me frappe. Je suis tout petit, moi, là. Dieu me frappe. Hey, ça ne marchera pas comme ça. Moi, je vais me sauver. Parce que c'est un Dieu de crainte, un Dieu de punition, un Dieu qui a créé l'enfer. Puis il a le culot de mettre à la porte de l'enfer, l'amour m'a créé, imagine. Dieu nous aime, et donc il nous fait souffrir. Je veux rien savoir de ça. Un courant comme ça chez les soufis. Ils appellent ça, ce courant-là, le cœur du cœur. Là, tu souffres comme un damné. Mais heureusement, il y a un autre courant, beaucoup plus simple. Un courant de réflexion, de méditation. C'est plus long, mais tu ne souffres pas. Ça va aussi, ça va au même endroit. Mais il y a des gens comme ça qui veulent travailler. Moi, je suis contre le travail. Ils veulent faire des efforts. Je suis contre l'effort. Ils ont des remords. Je n'ai pas de remords. Je n'ai pas de regrets. Ils ont des attentes. Je n'ai pas d'attente. Si quelqu'un me quitte, je le bénis. Et j'attends celui qui va le remplacer. Je laisse aller ce qui s'en va. Je laisse venir ce qui s'en vient. De la belle vie. Tu n'es pas déçu. Puis, vous savez, je sais tellement ce qu'est être. Moi, tiens, j'ai fait un rêve de bonheur. Alors, un rêve de bonheur. J'étais en maillot de bain sur l'autoroute 20, l'autoroute qui va à Québec. Il y avait un terre-plein.
Oh, il était volage, le terre-plein. Les voitures passaient là, à toute vitesse de chaque côté. Moi, j'étais étendu là dans l'herbe. J'étais heureux, heureux. J'ai dit, j'ai mon petit coin d'herbe. Je suis couché au soleil. C'est des vitamines. Puis je fais rien. C'est comme du bonheur. Je me suis réveillé en riant. J'étais heureux de rien. C'est rien, ça. Puis en plus, ces autos-là, ça fait du bruit. Ça émet du dioxyde de carbone ou je sais pas trop quoi. Je m'en fous. Pensez que vous êtes Dieu. Respirez. Ah, vous ne serez pas malade. Ou si vous êtes malade, vous ne le sentirez pas. Je suis malade. Je ne le sens pas. Les gens disent, tu vas mourir. Je réponds, peut-être. Je ne suis pas obligé de mourir. En tout cas, il y a des gens qui ont peur. C'est curieux. C'est comme si j'étais déjà mort. Si t'es mort, t'as pas peur de mourir. Hein? C'est comme, c'est en nous ce réflexe-là. Prenez le petit gars, il est paresseux. Ça fait que quand il apporte son bulletin, son père le bat. Il y a d'autres enfants qui se disent, mais je vais essayer de travailler plus fort pour qu'il cesse de me battre. Ah non, lui, il a tellement peur d'être battu qu'il bat des scores de mauvaises notes pour être sûr qu'il va être battu. Comme ça, il aura pu être inquiet à l'idée de l'être, il va l'être. Ça, c'est très intéressant, ça. Le petit gars est ici, là, en train de développer une opérationnalité de la création. Et je ne vais plus avoir peur d'être battu. Je vais m'arranger pour l'être. C'est ma décision. Je vais avoir des scores épouvantables à l'école, puis là, je vais être battu. Mais j'aurai plus peur. Parce que on a peur, parce qu'on est incertain, on est inquiet, on est anxieux. Mais si tu es sûr que tu vas l'être, c'est fini. Et une fois que c'est terminé, tu es libéré. Alors ce petit gars-là, il s'arrangeait pour être battu, puis après ça, il n'y pensait plus. Vous savez, mes amis, il y a des hommes qui possèdent en eux des scénarios de développement qui, s'ils étaient appliqués au domaine de la grâce, leur permettraient de se sentir Dieu pour toujours. Quand tu te sens Dieu, là, tu n'as plus de problème. Hein? Tu n'as plus de problème de manger, tu n'as plus de problème de logement, tu n'as plus de problème de chômage. Non. Tu as quelque chose d'infiniment puissant, d'incommensurable, qui prend soin de toi. Ah, pourquoi tu t'en ferais? Oh, vous savez, je m'attends toujours à ce que quelqu'un dépose une enveloppe d'argent en dessous de ma porte. Je m'attends toujours que quelqu'un me dise tiens, j'ai mis dans un pot de confiture ici 3000 $ pour t'aider à publier ton prochain livre. Ça arrivait quand la dernière fois, ça? Comment? Ça arrivait quand, ça, la dernière fois? Oh, mais ça arrive souvent. Et pour répondre à ta question, Gilbert, Oui. ça vient d'arriver. Ah oui? Mais je te laisse ton imagination. Travailler très fort pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. L'abondance de l'infini, mes amis, c'est sûr que c'est la ruine de toutes les banques et de toutes les bourses et de tous les fonds mutuels et de toutes les maisons de crédit de l'humanité. L'abondance de l'infini, c'est le soutien. Mes amis, attendez-vous
à ce que quelque chose se produise. Comme ce petit garçon qui voulait une bicyclette. Ses parents étaient très pauvres. Je le connaissais. Il était archi pauvre. Puis lui, il harcelait chaque jour à l'approche de Noël. Je veux avoir une bicyclette pour Noël. Il avait beau lui expliquer, on n'est même pas capable de te donner à manger convenablement, comment veux-tu qu'on t'achète une bicyclette? Mais il le demandait constamment. Lui ne pensait qu'à ça, il ne voyait pas d'obstacle. Il se disait, je vais l'avoir. Il l'a eu. Le matin de Noël, la bicyclette était là. En voyant la bicyclette, il a dit, je le savais. Mais comment la bicyclette est-elle apparue, là? Les parents ont parlé à un beau-frère. Ils ont dit, hey, on a un enfant là, qui est vraiment obsédé. Le beau-frère était riche, pour lui offrir sa bicyclette. Puis il l'a eu. Les gens se disent... Ah, je pensais que c'était le Père Noël, moi. Ben, c'est le Père Noël. Dans l'imagination. Gilbert, applique ce que tu viens de dire à l'abondance de l'infini. Hein? Il y a quelqu'un, là, qui me dit, hey, voyons, André, si je te donne une enveloppe d'argent, là, hein? C'est moi qui te paye. Ah, je n'en doute pas un seul instant, mais moi, je vois en toi l'abondance de l'infini. Les gens croient qu'il y a des courants cosmiques. Voyons donc. C'est des rêveries, ça. C'est pire que le Père Noël. Vous savez, mes amis, nous vivons dans un monde de contes de fées. Je vis avec une femme qui a commencé par me dire qu'elle était une fée, qui a 24 ans, et qui a fini par me dire récemment, bien tu sais, André, je pense que je suis devenue maintenant une déesse. Ben oui, elle le sent, elle le sait, donc elle me le dit, et elle se comporte ainsi. Vous savez comment on forme une déesse? On lui fait des compliments. J'en ai reçu. Ah oui. Des milliers, En 24 ans, t'en as dit beaucoup. des dizaines de milliers de compliments honnêtes, sincères et vrais. Tu sculptes la personnalité de la personne que tu aimes en lui faisant des compliments. C'est merveilleux, hein? Mais voyez-vous, le travail que je fais avec la majorité des gens n'est pas ce travail. Parce que moi, je leur parle. Je leur dis des choses énormes. Moi, je peux parler à un enfant et transformer sa vie. Et la femme arrive avec une photo, elle dit, mon petit bébé, il y a 6 mois, pouvez-vous faire une lecture de visage? Je dis, bien sûr. Ton petit bébé va faire un grand juge. C'est tout ce que tu as à me dire? Je dis, oui. Voyons donc. Pour moi, c'est la tête d'un juge, c'est un bébé. On a beau dire que tous les bébés ressemblent à Churchill. En réalité, c'est... Moi, j'ai vu le juge. Ce garçon-là a démontré les aptitudes pour les mettre. Il avait une bonne tête. Un bon jugement. Il a fait ses études supérieures. Il était allé en droit. Il est devenu avocat. Puis il s'est distingué. Puis finalement, on l'a nommé juge. J'ai suivi son développement. C'est arrivé exactement 45 ans plus tard. C'était l'ami de Francine. On l'a connu pendant 35 ans, cette femme-là, puis son fils est juge. Voyez-vous, mes amis, tout est écrit sur votre visage. Tout est écrit dans l'atmosphère que vous respirez. Votre voiture porte vos vibrations. C'est un prolongement de votre système nerveux. Là, on imagine des voitures qui se rechargeraient par leurs pneus en roulant. C'est l'énergie perdue, ça. Les pneus qui tournent sur l'asphalte.
pourrait produire de l'énergie, les pneus. Pas besoin de gasoline, pas besoin d'électricité, juste faire rouler les pneus avec un appareil spécial pour capter l'énergie des pneus qui roulent. Pas besoin de combustible et en plus, en roulant, il crée de l'énergie. Vraiment inouï, ça? Ben oui. C'est simplement comme quand ton auto est en panne, puis tu dis à certaines personnes, aidez-moi à la pousser dans la côte, puis elle va partir. Eh bien voilà. Le roulement crée une énergie. Il y en a de l'énergie, mes amis, il y en a partout. Vous respirez de l'énergie. Il y a des filaments d'énergie ici, dans cette pièce, qui sont comme des toiles d'araignée crépitantes. C'est des... Comment on appelle ça? J'appelle ça des circuits convoyeurs d'énergie. Il y en a plein. On peut même les photographier. Il y a des gens qui ont poussé la photographie très loin. Hein. Je connais des gens qui peuvent photographier l'énergie, qui peuvent photographier l'aura. On appelle ça l'effet kirlien. Qui peuvent photographier des choses qu'on n'avait jamais vues et qui ne sont pas d'origine humaine, mais qui ne sont pas non plus extraterrestres, des rods. Hein? Le rod, ça veut dire corde en anglais. Et un rod ressemble à une flûte traversière. Okay? Il y a des petites aspérités sur la flûte pour émettre des sons. Ben, il y a des petits rods, puis il y a des moyens rods, puis il y a des gros rods. Mais il se déplace à une vitesse que l'œil ne peut pas saisir. Mais les nouvelles caméras ultra sophistiquées peuvent saisir la vitesse des rods. Il y a une grotte à ciel ouvert, de 700 pieds de profond, à la frontière du Mexique et des États-Unis. J'ai des documents là-dessus. Je m'informe. Et les parachutistes du dimanche viennent sauter dans le trou. Et ils attendent d'avoir parcouru une bonne distance avant d'ouvrir le parachute. Juste pour avoir cette sensation. Puis ils ont un système de poulies qui les remonte. Bon, il y a au moins 700-800 pieds de profond, ce trou-là. Alors, en descendant, il y en a qui envoient la main à ceux qui sont en haut, qui les regardent, des fois avec des longues vues. Il y en a un qui avait une super caméra japonaise sophistiquée, il l'a photographié. Puis au moment où il envoyait la main, ici, là, il y avait un rod. Il l'avait saisi, il est passé, tu peux pas le voir, mais il l'a photographié. Et il y en avait des centaines dans la caverne. Le photographe a installé des caméras derrière chez lui dans le désert. Et je fais tourner. Le désert en est plein. Alors moi, immédiatement, je me suis dit, je veux connaître un rod, moi, là. Hein? J'ai rencontré des anges, des invisibles, peut-être des extraterrestres. J'aimerais ça connaître un rod. Je me suis dit, très bien, j'étais dans mon lit. Et puis, je mes yeux. Je demande à ce qu'un rod... Oh, Francine et moi, on a vu à Montréal. Tu vas dire, tu viens me dire que c'est invisible parce que ça va trop vite. Oui, mais sur le toit de l'immeuble, de l'est de la ville à l'ouest de la ville, il y a peut-être 20 km. On a vu passer un... On l'a vu. Et c'est quoi ça? C'est juste plus tard que je me suis dit, c'est un rod. Alors, j'étais couché. Puis, selon ma méthode, très simple, je vais m'imaginer ce que je veux percevoir. Méthode de grande simplicité, n'est-ce pas?
Alors j'imagine qu'il y a au-dessus de moi, 3 pieds au-dessus de moi, donc 3 pieds avant le plafond, un rod. Je dis salut. Je dis salut. Et je dis, tu as répondu à mon appel? Il dit oui. Pourquoi? Il dit, tu as l'air plus intelligent que les autres. Je dis, merci. Il dit, est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Je dis, on a toujours été là. Venez-vous d'ailleurs? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je s'abuse. De quoi êtes-vous fait? De métal vivant. Pardon? Fin de la communication. C'est très intéressant, ça. Avez-vous déjà tenté d'imaginer ce que vous voulez percevoir? À un moment donné, la réponse qui vient là, elle vous donne un choc parce que vous dites, voyons donc, c'est pas de mon imagination, ça là. Si, c'est une information radicalement nouvelle qui change ma vision. Ben oui, la vie peut être très passionnante, hein? Vous pouvez parler à des oiseaux, à des poissons, à des insectes. Hein, les gens là qui sont là, raid pour venir à bout des fourmis. Parler ou... C'est ça comme des fourmis, c'est comme des petites armées, hein. Parler au chef. J'ai des mauvaises intentions à l'égard de votre colonie. Je vous demande de partir parce que je vais devoir vous tuer. Pouvez-vous vous en aller tranquillement? Les fourmis vont s'en aller.